Messieurs, ravis de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Au cours de cette édition, nous allons essayer de faire le bilan des principaux événements qui se sont passés au cours de l'année 2016. Énormément de choses ont pris place, de tristes nouvelles, des personnalités de qualité que nous avons perdues, mais aussi de bonnes initiatives pour le développement de notre cher pays. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2017 et je vous invite tout de suite à voir les principaux événements de l'année 2016. مش كمال التعدد ولا صفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير اتقال لا مش كمال التعدد ولا صفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير اتقال أنا ببساطة نص الدنيا مش محتاجة إن أثبت إن وجودي مهم وقبل ده كله كفاية عليا إن ليا مكان في الجنة عشان أنا أنا ببساطة نص الدنيا مش محتاجة إن أثبت إن وجودي مهم وقبل ده كله كفاية عليا إن ليا مكان في الجنة عشان أنا أنا مش كلام على ورق ولا جزء مش محسوب الكون ده لما اتخلق كان ليا دور مكتوب أنا مش كلام على ورق ولا جزء مش محسوب الكون ده لما اتخلق كان ليا دور مكتوب Au cours de l'année 2016, le ministère de l'Éducation a pris une très bonne initiative avec UN Women où la représentante des Nations Unies pour les femmes, Madame Michelle Améline, et ancienne députée également, s'est rendue en Égypte pour tracer les premiers traits d'un projet concernant l'enseignement technique, surtout pour les filles. Un projet assez remarquable dont elle a bien voulu nous parler. Durant cette semaine, Madame Nicole Améline, ancienne ministre, ambassadeur, experte aux Nations Unies et députée au Parlement français, est en visite en Égypte pour justement mettre au point divers projets de coopération avec l'Égypte. Madame Améline s'était entretenue avec nous il y a quelques mois pour parler de ces mêmes projets et aujourd'hui nous allons lui demander où en sont arrivés ces projets. Alors bonjour, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour et merci beaucoup de me permettre d'exprimer ma fierté d'abord en tant que femme politique française d'être ici en Égypte. Vous connaissez les relations si étroites qui existent entre mon pays et le vôtre, et puis aussi parce que dans le cadre de mes responsabilités internationales, notamment aux Nations Unies,
j'ai le grand bonheur, effectivement, de porter un projet qui fera l'objet d'un accord officiel dans quelques jours et qui va aussi impliquer un certain nombre d'acteurs internationaux, comme les Nations Unies, et d'acteurs locaux, comme la Fondation Sawiris. Ce projet, il vise spécialement les filles et les femmes. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer à diverses reprises le président Sisi et j'ai pu noter l'immense investissement qu'il souhaite donner à cette émancipation, à cette volonté de faire en sorte que les filles et les jeunes femmes puissent être tout à fait à leur place dans l'emploi et dans la vie moderne. Et je pense que c'est extrêmement important que nous puissions trouver les moyens de soutenir cette volonté politique. Et l'objectif est effectivement de permettre, d'abord à travers un projet pilote et puis en lien avec naturellement le gouvernement égyptien, de porter des centaines de jeunes filles au niveau de l'emploi, à tous les niveaux dans l'emploi, et notamment des responsabilités, avec le soutien, et ça c'est quelque chose de totalement innovant, des plus grandes entreprises françaises. Il y en a 10 qui s'engagent résolument et qui vont créer une sorte de club pour l'égalité et pour favoriser l'accueil direct de ces jeunes filles au sein de leurs établissements ici en Égypte. Et vous allez travailler particulièrement dans les quartiers les plus vulnérables. Oui, parce que c'est la même chose dans tous les pays du monde. Beaucoup de jeunes filles, et c'est le cas aujourd'hui en Égypte, ont accès aux études supérieures, aux études professionnelles. Mais un certain nombre sont plus vulnérables parce qu'elles sont issues de quartiers défavorisés. Et mon souci est de faire en sorte que la transformation sociale vienne aussi de ces quartiers, que nous n'oublions personne. Et comme je connais les priorités partout dans le monde, nous avons décidé effectivement d'aller plus vers ces jeunes filles et de faire en sorte que l'Égypte soit un bel exemple. Ce projet s'appelle « Jeunes femmes pionnières pour l'avenir ». Il est fait avec des acteurs locaux, avec le soutien du gouvernement et avec le parrainage, bien évidemment, du président Sisi. C'est très important que nous puissions faire de l'Égypte aujourd'hui un modèle et le faire à travers la valorisation sociale et professionnelle des jeunes filles. C'est, je crois, un progrès considérable. Nous sommes fiers de cela et je pense que l'idée que nous portons est d'en faire un modèle de développement qui pourra se développer également au Maroc, en Tunisie, sur l'ensemble de la Méditerranée. Parce que si nous réussissons en Égypte, nous réussirons ailleurs. Vous avez rencontré hier le président Abdel Fattah el-Sisi et vous avez certainement dû parler de ce projet. Quelles sont ses attentes de ce projet? Je crois qu'il n'y a pas une rencontre avec le président au cours de laquelle la question des jeunes femmes et des femmes dans l'avenir de l'Égypte ne soit évoquée. Et j'y suis très sensible en tant qu'ancien ministre, évidemment, de l'égalité professionnelle en France. Je sais qu'il a le souci de voir effectivement les femmes en première ligne de l'avenir de ce pays. Et je crois que notre devoir, à nous, bien sûr français, mais au-delà de cela, dans les responsabilités que j'exerce globalement, de le soutenir et de l'aider à transformer cette volonté politique avec son gouvernement en réalité. Et nous allons commencer avec un projet pilote sur 400 à 500 jeunes filles. Les entreprises sont prêtes, nous sommes prêts. Et dans quelques jours, François Hollande, président de la République française, et le président Sisi signeront effectivement un accord global. Je crois que c'est une belle étape pour l'Égypte et c'est une grande fierté pour la France. Le souhait du président Abdel Fattah el-Sisi de voir les femmes en première ligne. Et c'est certainement mon souhait aussi en tant que femme. Mais vous ne pensez pas que cela pourrait frustrer les hommes et créer des hostilités entre les hommes et les femmes, surtout dans ces quartiers vulnérables où l'instruction et l'esprit n'est pas tellement ouvert? Alors, dans l'expérience que j'ai dans le monde, j'ai toujours vu qu'il y avait la nécessité d'un rattrapage, d'un rééquilibrage. Aujourd'hui, et je salue aussi l'action de l'Égypte sur l'interdiction des mutilations génitales. Mais les femmes, pendant des années, ont été, je dirais, dans une situation qui n'était pas comparable à celle des garçons. Et aujourd'hui, l'idée d'avoir un rééquilibrage est une question de justice. Ce n'est pas seulement une question de respect des droits des femmes, c'est une question de justice
sociale. C'est aussi une chance économique, et je voudrais insister sur ce point. Partout, nous constatons que lorsque les femmes s'investissent, notamment dans le domaine économique, elles construisent l'avenir. Elles le font avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de compétences, et quel que soit le niveau où elles se trouvent. Donc la volonté du président s'inscrit dans cette évolution de justice sociale, de compétitivité économique et de respect aussi des libertés et des droits fondamentaux des femmes, qui consiste aussi à leur donner un choix de vie. Et ce qui se fait en Égypte aujourd'hui se fait aussi dans d'autres pays, heureusement dans le monde. Cela doit s'appuyer également sur une réflexion législative, parce qu'il faut que l'égalité des droits des femmes soit aussi consacrée par la loi dans tous les domaines. Mais mon souci aujourd'hui, c'est de faire en sorte de démontrer que les entreprises en plus sont prêtes à jouer le jeu de l'égalité et à soutenir cette démarche. Restons toujours avec l'éducation, et surtout l'éducation en Afrique, où le programme alimentaire mondial et le programme éducatif de l'Union européenne ont beaucoup travaillé avec le ministère de l'Enseignement pour donner les besoins essentiels aux élèves, pour leur offrir un enseignement de qualité. Voyons ensemble cette manifestation à laquelle nous avons assisté. Ambassadrice des Nations Unies contre la faim avec le programme alimentaire mondial. Nous travaillons avec le gouvernement égyptien depuis des années, depuis 1968, sur la nutrition scolaire. Aujourd'hui, nous nourrissons 600 000 enfants. Oui, depuis 68. C'est un programme qui est très célèbre dans le monde et qui a beaucoup réussi en Égypte. Nous nourrissons 600 000 enfants dans les écoles, dans 11 gouvernorats, 16 gouvernorats depuis 2013, avec l'aide de l'Union européenne et du gouvernement canadien qui nous ont beaucoup aidés avec 60 millions d'euros et 10 millions de dollars canadiens depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes en train d'aider plus d'enfants et plus de familles. Je pense que c'est un programme qui est un exemple ou le fleuron de notre travail en Égypte, parce que c'est l'exemple d'une coopération sociale et d'une coopération entre le gouvernement et la société civile, entre le gouvernement et les Nations Unies, avec aussi l'Union européenne, avec le gouvernement canadien, avec les ambassadeurs africains aujourd'hui qui sont présents, avec les médias qui nous aident aussi à en parler. Donc merci beaucoup, parce que grâce à vous, grâce à cette coopération, ces enfants iront à l'école et ils n'iront pas travailler dans des usines ou dans les champs, ils iront à l'école qui est leur destination naturelle. Ça vous dérange de parler d'une expérience de votre pays? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Pour la Tunisie, oui, nous travaillons avec le programme alimentaire mondial, nous travaillons avec le gouvernement tunisien sur les cantines scolaires, parce que nous avons un problème de cantines scolaires et de nutrition scolaire là-bas. Donc nous travaillons sur comment améliorer la qualité des cantines scolaires, comment faire des produits qui sont beaucoup plus organiques, qui sont beaucoup plus utiles et nutritifs pour les enfants. Et d'après vous, comment l'Égypte peut profiter de votre programme, de votre rôle, de ce que vous... L'Égypte profite beaucoup l'Égypte
pas profite. L'Égypte travaille avec les Nations Unies, main dans la main, pour assurer une meilleure éducation et une meilleure qualité de vie aux élèves. Comme cette année nous a apporté de bonnes nouvelles aussi, elle nous a apporté de grosses pertes, dont celle de M. Boutros Boutros-Ghali. M. Boutros Boutros-Ghali a été le parrain de la francophonie dans le monde et surtout en Égypte. Nous nous souvenons de lui toujours avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'appréciation et d'admiration pour tous ses travaux. Nous avons décidé, bien entendu, d'accorder une édition du programme cette semaine au grand Boutros Boutros-Ghali que nous avons perdu il y a quelques jours, ce grand francophone, ce grand francophile qui a donné de la vie aux Français en Égypte, qui a participé pleinement à ce que l'Égypte devienne un membre de la francophonie, le secrétaire général de l'ONU qui a beaucoup fait également, un grand politicien, un grand sage. Nous allons donc parler de Boutros Boutros-Ghali aujourd'hui avec Dr Cherif El Demerdesh, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Bonjour. Alors, on tient tout d'abord à présenter toutes nos condoléances à la famille de Boutros Boutros-Ghali, bien entendu, que nous regrettons tous en tant qu'Égyptiens, cet homme qui a beaucoup fait pour l'Égypte, qui a beaucoup fait pour les droits des minorités. Donc on aimerait jeter la lumière aujourd'hui sur Boutros Boutros-Ghali en hommage à tout ce qu'il a fait pour l'Égypte et pour le monde aussi, en tant qu'ancien secrétaire général de l'ONU. Premièrement, mes condoléances pour la famille du défunt et pour le peuple égyptien en général. Boutros Ghali, il est né d'une famille bourgeoise copte en Égypte, l'année 1923 à peu près. Il était le petit-fils de Boutros Ghali, le premier ministre de l'Égypte, qui a été assassiné en 1910. Il était le neveu de Naguib Boutros Ghali, si je me rappelle, c'était le ministre des Affaires étrangères égyptiennes jusqu'à l'année 1924. Il a été licencié en droit de la faculté de droit au Caire, où il a obtenu sa licence en 1946. Il a fait un doctorat d'État dans le droit international à l'Université de Paris en 1949. Puis il était diplômé en relations internationales. Il a été professeur de droit international à l'Université du Caire entre les années 1950 et les années 1977. Il était le fondateur du Centre de l'Ahram stratégique pour les recherches politiques et stratégiques en 1975. Il a tenu beaucoup de postes jusqu'à toujours comme juriste, comme un homme, disons, on dit la politique internationale. Il a tenu des postes universitaires et de recherche jusqu'à l'année 1977. Là, il est devenu un homme d'État. Il a été nommé comme ministre d'État des Affaires étrangères égyptiennes avec le président Anwar el-Sadat. Et il était un, disons, des plus importants négociateurs du traité de la paix entre l'Égypte
et l'Israël. Israël, entre les années 1977 et 1979, il a été ministre d'Affaires étrangères par intérim à deux occasions, entre 1977 et 1979. Après le traité de la paix avec l'Égypte, il était nommé comme secrétaire général des Nations Unies en 1992. Il a tenu un mandat de 5 ans qui s'est terminé en décembre 1996. Puis il a tenu la première fois, on a créé il était le secrétaire général de la francophonie entre 1977 et 2002. Boutros Ghali, c'était un homme qui avait beaucoup de talent, c'est-à-dire, il était un juriste, c'est-à-dire un homme de droit international. Il était un homme d'État, il était un politologue, c'est un homme de la politique. Il avait beaucoup de qualités, mais de mon point de vue, j'ai aimé beaucoup cette ressemblance dans ses funérailles. Il ressemblait au Nil. J'ai trouvé ça très, c'est-à-dire très vrai. Ça reflète de mon point de vue la qualité de Boutros Ghali. C'est-à-dire, il ressemble, il coule, c'est-à-dire sa fluidité, sa simplicité, son don non limité, avec, vous savez, les richesses qu'apporte l'eau. Alors, Boutros Ghali, de mon point de vue, il ressemblait au Nil. Bon, on va s'arrêter pendant quelques secondes pour voir un reportage concernant justement ou traçant le portrait de Boutros Ghali. Donc, un reportage. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est mort à l'âge de 93 ans. Nous avons été informés que l'ancien secrétaire général, Boutros Ghali, est décédé, a déclaré l'ambassadeur du Venezuela, Rafael Ramirez, qui préside le Conseil de sécurité de l'ONU durant le mois de février. Boutros Ghali avait été le premier Africain à accéder au poste de secrétaire général, une fonction que le diplomate égyptien avait occupée entre 1992 et 1996. Né le 14 novembre 1922 au Caire, Boutros Ghali était issu d'une grande famille de la minorité chrétienne copte d'Égypte. Son grand-père, assassiné en 1910, avait été Premier ministre. Après avoir fait la majeure partie de ses études à Paris, il était devenu professeur de droit à l'Université du Caire et avait publié de nombreux ouvrages traitant des relations internationales. Boutros Ghali avait ensuite été nommé ministre d'État aux Affaires étrangères en octobre 1977. Durant ses 14 ans en poste, il a notamment joué un rôle clé dans la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David de 1978, puis du traité de paix 1979. Spécialiste des rapports Nord-Sud, il avait été le principal artisan de la politique africaine de l'Égypte. Élu à l'ONU dans l'euphorie de la fin de la guerre froide et de l'après-guerre du Golfe, il a dû faire face à de sérieuses crises avec des conflits en ex-Yougoslavie, en Somalie, au Moyen-Orient et le génocide au Rwanda. Après la mort en Somalie de 18 soldats américains fin 1993,
et les reculades des Nations Unies dans les dossiers de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda, il avait été pris comme bouc émissaire, en particulier par les États-Unis, qui avaient mis un veto à sa réélection. Après son passage aux Nations Unies, ce brillant intellectuel francophone et francophile avait été le premier secrétaire général de la francophonie de 1997 à 2002. Hemos sido informados que el secretario general Boutros Ghali ha fallecido, por lo que queremos pedir a los miembros del Consejo un minuto de silencio en su memoria. C'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu vous rappeler avec nous des principaux événements qui se sont passés au cours de l'année 2016. Et encore une fois, on vous souhaite une très bonne année 2017. Bonne année.